Demain, vous pourriez vous réveiller dans un monde où votre père a le droit légal de vous exécuter pour des relations intimes, où certains comportements en privé pourraient instantanément anéantir votre carrière, et où les enfants étaient entraînés dès la naissance à servir les caprices des empereurs. Vous pensez tout savoir de la culture romaine? Voici ce qu'on n'enseigne pas dans les cours d'histoire. Avant de vous installer confortablement, prenez un moment pour aimer la vidéo et vous abonner. Mais seulement si vous appréciez sincèrement ce que je fais, et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez et quelle heure il fait chez vous. C'est toujours fascinant de voir qui nous rejoint du monde entier. L'Empire romain n'a pas seulement conquis le monde. Il a bâti toute une civilisation sur le contrôle de l'intimité, où chaque chambre était un champ de bataille et chaque moment privé pouvait être votre arrêt de mort. Bienvenue dans la véritable Rome. Vous n'apprenez pas cela dans les cours d'histoire. Mais pendant plus de 500 ans, l'Empire romain a mis en œuvre le système de contrôle intime le plus sophistiqué de l'histoire humaine. J'ai parcouru des milliers de sources primaires, des preuves archéologiques de Pompéi et d'anciens documents juridiques que la plupart des universitaires évitent d'aborder. Ce que j'ai découvert changera fondamentalement votre vision de la civilisation antique et vous rendra reconnaissant pour chaque liberté que vous avez aujourd'hui. Nous sommes sur le point de voyager à travers 7 niveaux d'horreur intime qui ont escaladé tout au long de l'histoire romaine. Des lois qui rendaient certains comportements passibles de mort aux femmes exécutées pour avoir éprouvé du plaisir, en passant par des prêtresses vierges enterrées vivantes pour avoir brisé leurs vœux. Nous exposerons comment les empereurs transformèrent les enfants en serviteurs, comment les Romains transformaient l'intimité en compétition mortelle, et pourquoi des instructeurs professionnels réalisaient des démonstrations en direct dans les maisons nobles. Mais attendez, ça empire. Toute cette folie était littéralement sculptée dans leurs rues sous forme de monuments religieux. Commençons par la règle la plus fondamentale qui régissait la vie et la mort de chaque Romain. Imaginez si votre comportement privé déterminait votre statut public. Imaginez si être perçu comme passif dans des situations intimes signifiait perdre votre emploi, votre citoyenneté et peut-être votre vie. À Rome, ce n'était pas de l'imagination, c'était la loi. Être étiqueté comme soumis en privé signifiait une mort sociale pire qu'un meurtre réel. Les Romains ont bâti toute une civilisation sur un principe simple et terrifiant. La domination égale le pouvoir. La soumission égale la destruction. Vous pensez que la cancel culture est dure? Les Romains annulaient les gens pour leurs rôles intimes perçus. Littéralement, une rumeur sur vos préférences privées pouvait détruire une carrière politique qui avait mis des décennies à se construire. Le plus troublant, ce n'était pas une règle sociale tacite. Rome a codifié les comportements intimes en loi, créant une hiérarchie qui déterminait si vous viviez en tant que citoyen respecté ou mouriez en tant que paria social. Laissez-moi vous donner l'exemple le plus célèbre, celui qui a failli changer le cours de l'histoire du monde. Jules César, l'homme qui allait conquérir la Gaule et transformer Rome en empire, a passé toute sa vie à combattre les rumeurs sur ce qui s'était passé quand il avait 19 ans. Lors d'une mission diplomatique auprès du roi Nicomède IV de Bithynie, le jeune César aurait joué un rôle soumis dans leurs arrangements privés. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Cette seule rumeur l'a suivi pendant 40 ans. Ses ennemis l'appelaient « la reine de Bithynie » au Sénat. Lors de ses défilés triomphaux, des moments destinés à célébrer ses plus grandes victoires militaires, les soldats chantaient des chansons moqueuses sur César, le qualifiant de « homme de toutes les femmes et femme de tous les hommes ». Le poète Catulle a écrit des vers sur la prétendue soumission de César que les Romains mémorisaient et répétaient lors des fêtes. Imaginez conquérir des nations entières, devenir l'homme le plus puissant du monde, et que des gens vous raillent encore pour quelque chose qui se serait passé en privé il y a 4 décennies. Mais attendez, ça empire. Les Romains ne se sont pas contentés de se moquer, ils ont légiféré. La Lex Scantinia, adoptée en 149 avant Jésus-Christ, a fait du comportement intime passif par des hommes de naissance libre un crime punissable d'énormes amendes, d'exil, voire de mort. La loi était si sévère que de simples accusations pouvaient détruire des vies. Nous avons des cas documentés de sénateurs expulsés de leurs fonctions, non pas pour corruption ou incompétence, mais pour des rumeurs concernant leur rôle privé. Prenez le cas d'un sénateur dont le nom a été littéralement effacé des registres. C'est à quel point cela a été considéré comme honteux. Il a été expulsé du Sénat après que des esclaves
On rapportait l'avoir vu dans une position soumise avec sa femme. Oui, vous avez bien lu. Certains actes avec votre propre conjoint pouvaient mettre fin à votre carrière politique. Les Romains avaient un terme spécial pour cela. Os impurum, bouche impure. Une fois étiqueté ainsi, vous étiez considéré comme définitivement contaminé. Les gens ne partageaient pas de repas avec vous, ne vous laissaient pas embrasser leurs enfants, ne vous parlaient même pas en public. La partie vraiment folle était la précision mathématique de leur hiérarchie intime. Au sommet se trouvait l'empereur. Il pouvait dominer n'importe qui et conserver sa dignité. En dessous de lui, les sénateurs pouvaient dominer n'importe qui, sauf l'empereur et les autres sénateurs. Les citoyens pouvaient dominer les affranchis, les esclaves et les non-citoyens. Les affranchis ne pouvaient dominer que les esclaves. Les esclaves ne pouvaient dominer personne sans permission. Briser cette hiérarchie n'était pas seulement embarrassant, c'était criminel. Voici un exemple spécifique qui montre à quel point les Romains prenaient ce système au sérieux. Un riche citoyen nommé Lucius fut surpris dans une position soumise avec son propre esclave. Les conséquences légales furent dévastatrices. D'abord, il perdit ses droits de citoyenneté. Ensuite, ses biens furent confisqués. Ses enfants furent déshérités. Sa femme fut forcée de divorcer de lui pour protéger son propre statut. Enfin, il fut exilé de Rome pour toujours. Tout cela parce qu'il avait pris le mauvais rôle avec quelqu'un qu'il possédait littéralement. Mais le système allait encore plus loin. Les Romains ont développé tout un vocabulaire pour catégoriser et humilier les positions intimes. Ce n'étaient pas des insultes, c'étaient des catégories légales qui déterminaient vos droits selon le droit romain. Un homme étiqueté comme passif subissait de la violence et de l'humiliation quotidienne. Ces termes figuraient dans les documents judiciaires, déterminaient la position juridique et façonnaient les interactions sociales. L'impact psychologique était stupéfiant. Les hommes romains vivaient dans la peur constante de l'accusation. Ils ont développé des codes de comportement élaborés pour éviter même l'apparence de passivité. Se tenir de la mauvaise manière, gesticuler trop doucement. Même le ton de votre voix pouvait susciter des soupçons. Nous avons des lettres de pères romains à leurs fils remplies d'instructions paranoïaques sur le maintien de la domination masculine dans tous les aspects de la vie. Pourquoi la domination équivalait-elle au pouvoir dans l'esprit romain? La réponse révèle le cœur sombre de leur civilisation. Les Romains voyaient le monde à travers le prisme de la conquête. Tout comme les légions romaines dominaient les territoires ennemis, les hommes romains devaient dominer les autres pour prouver leur statut. Être dominé signifiait être conquis, être féminisé, être réduit au statut de femme ou d'esclave. Dans une société bâtie sur la puissance militaire, la soumission intime équivalait à une défaite sur le champ de bataille. Cette mentalité infectait tous les aspects de la vie romaine. Les transactions commerciales étaient décrites en termes de domination. Les alliances politiques étaient présentées sous l'angle de qui était au sommet. Même les rituels religieux soulignaient l'importance de maintenir le rôle actif. Le lien entre la domination intime et l'autorité politique était si fort que les empereurs prouvaient souvent leur pouvoir par des démonstrations publiques de comportements agressifs. L'analyse psychologique moderne révèle comment ce système maintenait l'ordre social par la terreur intime. En rendant certaines positions littéralement criminelles, Rome a créé une société autorégulée où chacun surveillait les autres pour des signes de faiblesse. La peur de l'accusation maintenait les citoyens dans le rang plus efficacement que n'importe quelle armée. C'était brillant dans sa cruauté. Rome a conquis le monde en conquérant d'abord ses propres chambres. Cela fait passer la dynamique de pouvoir moderne pour des jeux d'enfants, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous débattons du consentement et de l'égalité. Les Romains débattèrent de la question de savoir si prendre la mauvaise position devait entraîner l'exil ou l'exécution. Nous nous inquiétons de notre réputation sur les réseaux sociaux. Les Romains s'inquiétaient d'être enterrés vivants pour une rumeur sur leur vie privée. Mais si vous pensez que c'est tordu, attendez d'entendre ce qui arrivait aux femmes qui osaient jouir de l'intimité. Maintenant, parlons de la façon dont Rome a littéralement interdit le plaisir féminin dans l'intimité. Imaginez si éprouver du plaisir pendant les moments intimes était un crime passible de la mort. Imaginez être forcé de rester parfaitement immobile, sans montrer d'émotion, sans faire de bruit, tandis que les réactions naturelles de votre corps pouvaient vous faire exécuter. Ce n'était pas de la fiction dystopique. C'était la réalité quotidienne pour les femmes romaines.
Rome a bâti tout un système juridique autour d'un paradoxe qui briserait les esprits modernes. Il célébrait le désir masculin tout en faisant du plaisir féminin un crime capital. Vous vous plaignez de l'anxiété de performance intime. Les femmes romaines simulaient l'absence de plaisir pour rester en vie. Les conséquences de montrer du plaisir étaient catastrophiques. Une femme qui bougeait trop, émettait des sons de plaisir ou montrait le moindre signe de plaisir pouvait faire face à des accusations d'adultère, même avec son propre mari. Le plus troublant, c'est que son propre père avait le droit légal de l'exécuter pour cela. Auguste, le premier empereur de Rome, a adopté une série de réformes morales en l'an 18 avant Jésus-Christ qui ont transformé l'intimité féminine en un piège mortel. La Lex Julia de Adulteriis Coercendis ne punissait pas seulement l'adultère, elle criminalisait entièrement l'autonomie féminine. En vertu de cette loi, un père qui découvrait que sa fille s'était engagée dans des relations prénuptiales pouvait légalement l'exécuter, elle et son partenaire, sur le champ. Pas de procès, pas d'appel, juste l'exécution. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Auguste a utilisé cette loi pour exiler sa propre fille, Julia l'aînée. Bien qu'elle soit la fille de l'empereur, bien qu'elle soit mariée et mère de 5 enfants, Julia fut bannie sur une île lointaine pour le crime d'avoir joui de l'intimité trop publiquement. Son offense spécifique, assister à des fêtes où elle aurait montré de l'enthousiasme lors de rencontres privées. Auguste a interdit à quiconque de lui rendre visite, a banni le vin de son régime alimentaire et a déclaré qu'elle devrait être enterrée en dehors du tombeau familial. L'empereur de Rome a détruit sa propre fille pour avoir éprouvé du plaisir. Mais attendez, ça empire. Les experts médicaux romains ont créé toute une mythologie autour du désir féminin, conçue pour terroriser les femmes jusqu'à l'engourdissement. Ils affirmaient que l'excitation féminine provoquait l'hystérie, la folie et la possession démoniaque. Le docteur Sorano d'Éphèse, considéré comme le plus grand gynécologue de Rome, a écrit que les femmes qui éprouvaient trop de plaisir souffriraient d'un utérus errant, une condition où l'utérus se détacherait et flotterait dans le corps provoquant la folie. Les traitements pour l'excitation féminine étaient essentiellement de la torture médicale. Nous avons des registres détaillés des procédures. Les femmes montrant des signes de plaisir étaient soumises à des traitements de refroidissement forcé de s'asseoir dans de l'eau glacée pendant des heures, de boire des potions faites de plomb et de mercure, ou de subir une fumigation où elles respiraient des fumées toxiques pour calmer l'utérus. Les femmes riches payaient des fortunes aux médecins pour les empoisonner essentiellement, jusqu'à l'engourdissement. Considérez le cas de Sronia, une noble dont l'histoire nous est parvenue par fragments. Après que son mari ait rapporté qu'elle semblait avoir joui excessivement de leur nuit de noces, elle fut envoyée aux principales autorités médicales de Rome. Le régime de traitement était horrifiant. Bains de glace quotidiens à l'aube, consommation forcée d'herbes amères qui provoquaient la maladie, saignée pour réduire la passion, application de poudre de plomb pour refroidir le corps. Après 6 mois de cette torture médicale, Sronia avait appris à rester parfaitement immobile pendant les rencontres intimes, ne montrant aucune réaction. Les médecins la déclarèrent guérie. Le double standard était à couper le souffle dans sa cruauté. Les mêmes hommes qui exigeaient l'engourdissement intime de leurs épouses célébraient ouvertement leur propre conquête. Un homme romain pouvait s'engager avec des esclaves, des prostituées et des non-citoyens sans conséquence. Il pouvait se vanter de sa virilité au Sénat. Il pouvait commander des statues célébrant ses prouesses. Mais si sa femme souriait pendant l'intimité, c'était la peine de mort. Les femmes romaines ont développé des stratégies de survie élaborées, qui ressemblent à de l'horreur psychologique. Elles ont créé des réseaux secrets pour s'enseigner mutuellement la performance de l'engourdissement. Les femmes plus âgées instruisaient les plus jeunes dans l'art de la suppression émotionnelle. Comment respirer silencieusement, comment garder les muscles du visage détendus, comment prévenir les réponses involontaires. Nous avons des fragments de lettres où des mères écrivent à leurs filles des conseils tels que « Pense au compte du ménage pendant l'acte et mords-toi la langue si tu sens le plaisir monter ». Les dommages psychologiques étaient catastrophiques et générationnels. Les femmes romaines ont appris à se dissocier de leur propre corps comme mécanisme de survie. Elles ont transmis le traumatisme comme des héritages familiaux. Des mères enseignant à leurs filles que ressentir quoi que ce soit pendant l'intimité pouvait les tuer. Toute la population féminine de Rome était essentiellement formée pour développer un dysfonctionnement comme une compétence de survie. Mais le système allait encore plus loin que l'oppression individuelle.
La loi romaine faisait du corps des femmes une propriété publique soumise au contrôle de l'État. Le concept de consentement féminin n'existait pas. Les femmes étaient transférées du père au mari comme des titres de propriété. L'intimité d'une femme appartenait à son tuteur masculin et toute expression de désir personnel était un vol à son propriétaire. Le terme légal était stupum. Tout acte intime qui violait la propriété masculine, quels que soient les sentiments de la femme. Voici un cas juridique spécifique qui montre la folie. Une femme nommée Claudia fut accusée d'adultère parce qu'elle avait été vue riant avec un ami masculin au marché. La preuve contre elle? Des témoins ont témoigné qu'elle semblait rougir et souriait excessivement en sa présence. Son mari divorça d'elle, son père la déshérita, et elle perdit la garde de ses enfants. Elle ne fut jamais accusée d'avoir réellement eu des relations, juste d'avoir semblé apprécier une conversation avec un homme. La justification religieuse rendait cela encore pire. Les prêtres romains enseignaient que le plaisir féminin irritait les dieux et causait des catastrophes naturelles. Ils attribuaient les mauvaises récoltes au plaisir des femmes. Ils imputaient les défaites militaires aux épouses qui aimaient trop leur mari. Les vestales, les prêtresses les plus sacrées de Rome, étaient considérées comme l'idéal. Des femmes si pures qu'elles ne ressentaient rien, ne voulaient rien, n'éprouvaient rien. Pourquoi Rome a-t-elle criminalisé le plaisir féminin? La réponse expose les peurs les plus profondes de l'Empire. Les hommes romains étaient terrifiés par le désir féminin parce qu'ils ne pouvaient pas le contrôler par la force. Vous pouviez conquérir des territoires, asservir des populations et dominer d'autres hommes par la violence. Mais le désir féminin exigeait la participation des femmes, et la participation impliquait le choix. Dans une société bâtie sur la domination, l'autonomie féminine était une menace existentielle. Le système de contrôle intime à l'échelle de l'Empire s'étendait à chaque chambre, chaque mariage, chaque moment privé. Les maris espionnaient leurs femmes. Les esclaves rapportaient les faits concernant leur maîtresse. Les enfants étaient entraînés à surveiller leur mère pour des signes de plaisir inappropriés. Rome a transformé chaque famille en un état de surveillance où le corps des femmes était le champ de bataille. Cela fait passer la pudibonderie victorienne pour sexuellement libérée, n'est-ce pas? Nous débattons de la question de savoir si les femmes devraient simuler le plaisir. Les femmes romaines mouraient pour avoir des réactions authentiques. L'impact durable sur les attitudes occidentales résonne à travers les siècles. Chaque fois que quelqu'un suggère que les femmes ne devraient pas trop jouir de l'intimité, il véhicule l'ancienne terreur romaine. En parlant de contrôle religieux, examinons ce qui se passait lorsque des vierges brisaient leurs vœux sacrés. Mais le destin le plus horrible attendait les vierges sacrées de Rome qui osaient connaître le contact humain. Imaginez si perdre votre pureté signifiait être enterrée vivante tandis que la ville célébrait. Imaginez être choisi à l'âge de 6 ans pour servir une déesse qui exige 30 ans de chasteté parfaite, sachant qu'un seul moment de faiblesse humaine équivaut à la mort par suffocation dans une tombe souterraine. Vous pensez que la culture de la pureté est extrême aujourd'hui? Les Romains ont transformé la virginité en un culte de la mort qui fait passer le célibat religieux moderne pour une suggestion désinvolte. Les Vestales étaient les femmes les plus puissantes de Rome et les plus terrifiées. Elles contrôlaient la flamme sacrée qui protégeait prétendument l'Empire, géraient les secrets d'État et jouissaient de privilèges qu'aucune autre femme ne possédait. Elles pouvaient posséder des biens, faire des testaments et voyager sans tuteur masculin. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Elles payaient ce pouvoir avec 3 décennies de terreur intime, où un seul baiser pouvait signifier mourir seul dans l'obscurité. La méthode d'exécution était spécifiquement conçue pour être un cauchemar vivant. Lorsqu'une Vestale était condamnée pour avoir brisé son vœu de chasteté, Rome ne se contentait pas de l'exécuter. Elle l'enterrait vivante dans une chambre souterraine appelée le Campus Sceleratus, le champ du mal. Mais attendez, ça empire. Elles ne pouvaient pas verser le sang d'une Vestale parce qu'elle était sacrée. Alors, elles ont créé une fiction légale selon laquelle elle n'était pas exécutée du tout. Elle était simplement envoyée à la déesse. Voici comment fonctionnait le rituel d'inhumation, et les détails vous entreront. Premièrement, la Vestale condamnée était dépouillée de ses vêtements sacrés et habillée comme une mariée, parce que la mort était présentée comme son mariage avec le monde souterrain. Elle était ligotée avec des sangles en cuir et placée dans une litière fermée, de sorte que personne ne puisse entendre ses cris alors qu'elle était transportée à travers la ville.
Toute la population était tenue d'y assister en silence absolu. Quiconque parlait ou détournait le regard était puni. Sur le site de l'inhumation, des ouvriers avaient préparé une pièce souterraine, juste assez grande pour un lit, une lampe avec la valeur d'une journée d'huile, et une petite quantité de pain et d'eau. La partie vraiment dérangeante, c'est qu'ils incluaient ces provisions pour pouvoir prétendre qu'ils ne la tuaient pas. Ils la mettaient simplement dans une pièce où elle mourrait par hasard. La torture psychologique d'inclure juste assez de provisions pour prolonger la mort, mais pas assez pour survivre, était intentionnelle. La Vestale condamnée était forcée de descendre elle-même une échelle dans la chambre. Elle devait participer à sa propre inhumation. Une fois à l'intérieur, l'échelle était retirée. L'ouverture était scellée avec de la terre, et le sol était lissé comme si rien n'était là. Elle mourait lentement dans l'obscurité, probablement prenant plusieurs jours pour suffoquer ou mourir de soif. Au-dessus du sol, la ville reprenait une vie normale pendant qu'elle griffait le plafond de terre jusqu'à ce que ses doigts saignent. Laissez-moi vous parler de la Vestale Cornelia, dont l'exécution sous l'empereur Domitien montre à quel point ces morts pouvaient être politiques. Cornelia avait servi fidèlement pendant plus de 20 ans, lorsqu'elle fut soudainement accusée d'impureté. La preuve ? Aucune. Domitien avait besoin d'un bouc émissaire pour les défaites militaires et décida que les dieux devaient être en colère à propos des Vestales impures. Cornelia protesta son innocence même alors qu'on l'habillait de ses vêtements funéraires. Des témoins rapportèrent qu'elle s'écria « Comment César peut-il me traiter d'impur alors qu'il a conquis et triomphé pendant mon service ?» Cela n'avait pas d'importance. Elle fut enterrée vivante pour satisfaire la paranoïa impériale. Mais les Vestales n'étaient pas les seuls à mourir. Tout homme surpris avec une Vestale faisait face à un sort sans doute pire. Il était battu à mort avec des verges sur le Forum romain, le lieu le plus public de Rome. Tandis que les foules regardaient et applaudissaient, les bourreaux étaient tenus de continuer à battre jusqu'à ce que le corps soit méconnaissable. Le processus pouvait prendre des heures. Prenez le cas de Marcus Antonius, un jeune noble qui tomba amoureux d'une Vestale nommée Marcia. Leur liaison fut découverte lorsque des esclaves rapportèrent les avoir vus échanger des lettres. Des témoins racontent qu'il cessa de crier après la première heure, mais les coups continuèrent pendant 3 heures supplémentaires. Marcia regarda depuis une fenêtre avant d'être conduite à sa tombe souterraine. Les méthodes de détection de la virginité brisée étaient invasives et humiliantes. Les Vestales subissaient des examens physiques réguliers par des prêtres qui affirmaient pouvoir identifier la pureté perdue par des signes mystiques. Ils examinaient tout, de la couleur de leurs yeux à la texture de leurs cheveux. Tout changement physique pouvait déclencher une accusation. Prise de poids, doit être enceinte. Perte de poids, doit languir après un amant. Peau trop pâle, conscience coupable. Peau trop rougie, passion secrète. Le réseau de surveillance autour des Vestales était stupéfiant. Elles étaient suivies par des gardes, surveillées par des esclaves, contrôlées par des prêtres. Chaque mot, geste et regard étaient rapportés et analysés. Elles ne pouvaient pas parler aux hommes sans témoin. Elles ne pouvaient pas quitter leur maison sans escorte. Elles ne pouvaient même pas sourire à des parents masculins sans risquer une accusation. Nous avons des registres de Vestales ayant fait l'objet d'une enquête pour avoir ri trop fort lors de dîners. Les fausses accusations étaient courantes et politiquement motivées. Les rivaux pouvaient se détruire mutuellement en accusant la fille ou la sœur de leur ennemi servant comme Vestale. Le cas de la Vestale Claudia montre comment ces accusations fonctionnaient. Son frère se présentait au consulat lorsque son adversaire répandit des rumeurs sur la pureté de Claudia. Malgré l'absence de preuves, elle fut contrainte de subir un procès public où les détails intimes de sa vie quotidienne furent exposés. Elle ne survécut qu'en accomplissant un miracle, priant la déesse Vesta pour prouver son innocence par une intervention divine. Lorsque les flammes sacrées s'élevèrent soudainement, la foule la déclara pure. Combien de Vestales innocentes sont mortes qui ne pouvaient pas produire de miracles opportuns? Le processus de sélection lui-même était une torture psychologique. Des jeunes filles âgées de 6 à 10 ans étaient choisies par tirage au sort parmi les familles nobles de Rome. Imaginez être une enfant de 6 ans, arrachée à vos parents, à qui l'on dit que toucher un autre être humain de manière romantique pendant les 30 prochaines années signifie la mort. L'endoctrinement commençait immédiatement. On leur enseignait que leur pureté protégeait littéralement Rome de la destruction. Chaque défaite militaire, catastrophe naturelle ou peste, était potentiellement de leur faute en raison de pensées impures.
De nombreuses vestales craquaient sous la pression. Les taux d'automutilation étaient astronomiques, mais dissimulés pour maintenir le prestige de l'institution. Nous avons des fragments de lettres de Vestale décrivant des cauchemars, des hallucinations et des comportements autodestructeurs. L'une a écrit « Je rêve que la terre s'ouvre sous moi. Je me réveille à bout de souffle, cherchant un air qui n'est pas là. » Une autre décrivit une vérification compulsive de son reflet pour des signes d'impureté que les prêtres pourraient détecter. Le terme de 30 ans était spécifiquement calculé pour une cruauté maximale. Les jeunes filles entraient à 6 ou 10 ans et ne pouvaient repartir qu'entre 36 et 40 ans, bien après leurs années de procréation optimale selon les normes de la société romaine. Même si elles survivaient avec leur santé mentale intacte, elles en ressortaient trop âgées pour le mariage et les enfants selon les normes romaines. De nombreuses vestales à la retraite vivaient comme des parias sociaux, trop étranges et endommagées pour une vie normale après 3 décennies de pureté forcée. La justification religieuse était que Vesta, déesse du foyer, exigeait des servantes vierges pour entretenir sa flamme éternelle. Si la flamme s'éteignait, Rome tomberait. Si une vestale perdait sa virginité, la flamme mourrait. Cette logique circulaire piégeait des générations de femmes dans la terreur intime. Le contrôle psychologique était brillant dans sa simplicité. Faire croire aux femmes que leur corps pouvait littéralement détruire la civilisation. Pourquoi la virginité détenait-elle un tel pouvoir religieux? Les Romains croyaient que la pureté féminine contenait des propriétés protectrices magiques. Le sang vierge, les larmes vierges, même le souffle vierge était censé avoir des pouvoirs surnaturels. Mais ce pouvoir était fragile. Une pensée intime pouvait le corrompre pour toujours. Les vestales étaient essentiellement des talismans humains dont la valeur résidait dans ce qu'elles ne faisaient pas, ne ressentaient pas, n'expérimentaient pas. L'institution a duré plus de 1000 ans, de la fondation de Rome à l'an 394 de notre ère, lorsque l'empereur chrétien Théodose la démantela finalement. Pensez-y. Un millénaire de jeunes filles enterrées vivantes pour avoir éprouvé le désir humain. Des milliers de femmes étouffant dans l'obscurité parce qu'elles ressentaient ce que tout être humain ressent naturellement. Les cris des chambres souterraines que personne n'était autorisé à entendre. Cela fait passer le célibat religieux moderne pour une suggestion désinvolte, n'est-ce pas? Au moins, le clergé moderne qui brise ses vœux fait face à la déception, pas à la suffocation. L'écho du sacrifice de vierge continue dans chaque engagement de pureté, chaque pacte père-fille. Nous avons juste remplacé les chambres funéraires par des chambres psychologiques. Si les vierges sacrées faisaient face à la mort, imaginez ce qui se passait dans la chambre de l'empereur. Nous entrons maintenant dans le royaume cauchemardesque des chambres impériales où des enfants humains devenaient des serviteurs vivants. Imaginez si les dirigeants mondiaux pouvaient légalement transformer vos enfants en serviteurs personnels. Imaginez si l'homme le plus puissant de la Terre collectait des nourrissons pour les former comme domestiques, organisait des dîners inappropriés comme divertissement d'État et mariait des garçons castrés lors de cérémonies publiques. Vous pensez que les hommes puissants abusent de leur position aujourd'hui? Les empereurs romains faisaient passer les scandales modernes pour des heures d'amateurs parce qu'ils ne cachaient pas leur perversion. Ils en faisaient une politique d'État. L'Empire romain accordait à ses empereurs une immunité absolue aux règles sociales normales. Toute fantaisie malade traversant un esprit impérial devenait réalité, appliquée par des légions et financée par des impôts. La progression du pouvoir à la perversion était prévisible et horrifiante. Chaque empereur essayait de surpasser ses prédécesseurs en extrémisme, créant une spirale compétitive de dépravation qui détruisit d'innombrables vies. Commençons par l'empereur Tibère, qui se retira sur l'île de Capri et en fit un centre de formation qui défie la compréhension moderne. L'historien antique Suétone, qui avait accès aux archives impériales, a enregistré des détails que la plupart des universitaires modernes refusent de traduire entièrement. Tibère créa ce qu'il appelait ses petits poissons, des enfants entraînés dès l'enfance à effectuer des services aquatiques. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas sur la nature systématique de cette horreur. Tibère fit construire des piscines spécifiquement pour ces activités. Des enfants aussi jeunes que des tout-petits étaient entraînés à nager entre ses jambes et à effectuer des services pendant qu'ils flottaient. Il les appelait ses alevins. La formation commençait avant qu'ils ne puissent parler, conditionnant les nourrissons à associer l'eau au service. Ceux qui pleuraient ou résistaient étaient noyés dans les mêmes piscines. Mais attendez, ça empire.
Tibère collectionnait ce qu'il appelait des « boutons de rose serrés », de jeunes garçons à l'âge spécifique où leur corps commençait tout juste à se développer. Il avait des agents d'approvisionnement dans tout l'Empire dont le seul travail était d'identifier et de kidnapper des enfants à ce stade exact de développement. Les parents qui résistaient voyaient leurs familles entières crucifiées. Les enfants chanceux mouraient rapidement. Les malheureux vieillissaient et étaient jetés comme des jouets cassés. L'infrastructure requise pour ces opérations révèle la véritable horreur. Tibère employait des équipes de formateurs, de gardes, de proxénètes et de disposeurs. Il y avait des dortoirs pleins d'enfants à différents stades de formation. Le personnel médical les maintenait en vie, mais obéissant grâce à des drogues et des régimes alimentaires spécialisés. Des comptables suivaient les dépenses pour ce que les registres officiels appelaient des fournitures théâtrales, un euphémisme pour les enfants serviteurs. Puis vint Caligula, qui fit passer son oncle Tibère pour quelqu'un de retenu. Caligula ne se contentait pas de commettre des actes inappropriés avec des membres de sa famille. Il en fit un art de la performance. Il s'engagea de manière inappropriée avec ses 3 sœurs publiquement lors de banquets d'État, tout en forçant les sénateurs à regarder et à applaudir. Lorsque sa sœur préférée, Drusilla, mourut, il la déclara déesse et rendit son culte obligatoire. La partie vraiment folle était la doctrine religieuse que Caligula créa autour du comportement impérial. Il affirmait qu'en tant que Dieu vivant, les tabous humains normaux ne s'appliquaient pas à lui. Il se comparait à Jupiter, qui épousa sa sœur Junon. Quiconque remettait en question la divinité de ces relations inappropriées faisait face à l'exécution pour athéisme. Imaginez être forcé d'adorer l'abus dont vous étiez témoin ou mourir pour impiété. Le terrorisme intime de Caligula s'étendait au-delà de sa famille. Il invitait des couples nobles à dîner, examinait les épouses comme du bétail, puis prenait celle qui lui plaisait dans sa chambre pendant que le mari attendait à table. Il revenait et critiquait la performance de la femme en détail explicite à son mari et aux autres invités. L'épouse d'un sénateur le refusa, alors Caligula la fit déshabiller lors d'une fête et vendit sa virginité au plus offrant pendant que son mari regardait. Mais même la dépravation de Caligula pâlit devant Néron, qui atteignit de nouveaux niveaux d'horreur par l'innovation théâtrale. Néron castra un garçon nommé Sporus parce qu'il ressemblait à la femme morte de Néron. Il épousa ensuite Sporus lors d'une cérémonie publique complète avec voile de mariée et dot, forçant l'enfant mutilé à jouer le rôle d'impératrice. Les citoyens romains étaient tenus de célébrer ce mariage ou de faire face à des accusations de trahison. Les autres innovations de Néron incluaient ce qu'il appelait les jeux de bêtes. Il se faisait libérer d'une cage, vêtu de peaux d'animaux, puis attaquait les parties intimes d'hommes et de femmes attachés à des poteaux. Ce n'était pas une perversion privée. C'était un divertissement public à l'arène. Des milliers de personnes regardaient leur empereur simuler un animal sauvage agressant des victimes ligotées. La foule était tenue d'acclamer ou de faire face à des accusations de déloyauté. Les preuves architecturales de la perversion impériale subsistent aujourd'hui. La maison dorée de Néron comprenait des chambres tournantes avec des panneaux de plafond qui s'ouvraient pour arroser les invités de fleurs et de parfums lors de rassemblements inappropriés. Des passages cachés lui permettaient d'observer les invités à leur insu. Des chambres spéciales avaient des thèmes différents. L'une recréait une forêt pour chasser les serviteurs. Une autre simulait les cieux où Néron pouvait prétendre agresser des dieux et déesses incarnés par des victimes peintes en or et en argent. Chaque cour impériale développa son propre vocabulaire de perversion. Ce n'étaient pas des termes d'argot, c'étaient des postes de cour officiels avec salaires et grades. Ces postes avaient des fonctions spécifiques, des exigences de formation et des opportunités d'avancement au sein de la structure du service impérial. La normalisation de la perversion impériale a corrompu la société romaine de haut en bas. Les sénateurs rivalisaient pour offrir leurs enfants aux empereurs, espérant une faveur politique. Les mères formaient leurs filles aux techniques pour plaire aux goûts impériaux. Les pères castrèrent leurs fils pour les rendre plus attrayants comme serviteurs impériaux. Ce qui commença comme une maladie impériale devint un comportement ambitieux pour les arrivistes sociaux. Les profils psychologiques de ces tyrans partagent des schémas communs. Chacun commençait avec des désirs relativement normaux qui s'intensifiaient une fois qu'ils réalisaient que personne ne pouvait les arrêter. La capacité à réaliser instantanément n'importe quelle fantaisie entraînait l'ennui des plaisirs conventionnels. Ils avaient un besoin d'actes de plus en plus extrêmes pour ressentir quoi que ce soit.
Le pouvoir ne corrompait pas seulement, il annihilait leur capacité à voir les autres comme des êtres humains. Les complices de la cour étaient presque aussi monstrueux que les empereurs eux-mêmes. Des affranchis bâtissaient des carrières sur la procuration de victimes de plus en plus exotiques. Ils entretenaient des réseaux d'espions dans chaque province, traquant les beaux enfants comme des marchandises. Ils développaient des drogues pour maintenir les victimes soumises mais conscientes. Ils se débarrassaient des corps lorsque les empereurs se lassèrent de leurs jouets. Ces hommes devinrent immensément riches grâce à la traite systématique d'enfants. Mais voici ce qui montre vraiment l'étendue de la terreur impériale. L'infrastructure a survécu aux empereurs individuels. Lorsque Tibère mourut, son successeur, Caligula, hérita non seulement du trône, mais de tout le système. Les formateurs, les proxénètes, les installations. Lorsque Néron tomba, son successeur trouva des registres détaillés des victimes, des fournisseurs et des techniques. Le système d'abus impérial était aussi organisé que le système de perception des impôts, et sans doute plus efficace. Les rares tentatives de réforme révèlent à quel point le système était enraciné. L'empereur Marc Aurèle, l'empereur philosophe, tenta de démanteler certaines des pires pratiques. Il ferma certaines installations, libéra certaines victimes, exécuta certains proxénètes, mais le système passa simplement dans la clandestinité. Les sénateurs qui s'étaient enrichis en satisfaisant les appétits impériaux ripostèrent. Le propre fils de Marc Aurèle, Commode, rétablirait et étendrait chaque perversion que son père avait tenté d'éliminer. Cela fait passer les scandales politiques modernes pour désuets en comparaison. Les hommes puissants d'aujourd'hui cachent leurs crimes, paient pour le silence, craignent la révélation. Les empereurs romains annonçaient leurs perversions comme des prérogatives divines. Ils n'avaient pas de victimes. Ils avaient des sacrifices religieux à la divinité impériale. Ils ne commettaient pas de crimes. Ils transcendaient la loi humaine par leur statut de divinité. Mais les empereurs n'étaient pas les seuls à repousser les limites. Attendez d'entendre parler des compétitions romaines. Vous pensez que la société moderne est obsédée par la performance? Les Romains ont transformé l'intimité en un sport de compétition. Imaginez si les marathons intimes étaient diffusés comme les Jeux olympiques. Imaginez si votre ville accordait des honneurs civiques pour des performances d'endurance. Si de riches matrones rivalisaient publiquement avec des professionnels lors de concours intimes. Si les gladiateurs gagnaient leur liberté par des performances physiques plutôt que par le combat. Vous regardez des séries en rafale sur Netflix. Les Romains regardaient en rafale des performances humaines avec la même valeur de divertissement désinvolte. Sauf que leur spectacle mettait en scène de vraies personnes se détruisant pour des applaudissements. Rome n'a pas seulement normalisé l'intimité publique. Elle l'a transformée en jeu. Ils ont créé des compétitions formelles avec des règles, des juges et des systèmes de notation. Les vainqueurs recevaient des prix, la gloire et l'ascension sociale. Les perdants faisaient face à l'humiliation, à l'esclavage ou à la mort. Le plus troublant, ce n'était pas des perversions souterraines, mais un divertissement grand public auquel assistaient des sénateurs, des marchands et des familles. La compétition intime la plus légendaire de l'histoire romaine impliqua l'impératrice Messaline, épouse de l'empereur Claude. Selon Pline l'Ancien, qui l'enregistra comme un fait historique, Messaline défia la courtisane la plus célèbre de Rome, Sylla, à un concours d'endurance. Les règles étaient simples. Quiconque pouvait servir le plus de clients en une seule nuit gagnait. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas sur la nature systématique de cette compétition. Ils la tenaient dans un établissement de la Subure, le quartier des divertissements de Rome. Des juges officiels suivaient chaque rencontre. Des esclaves maintenaient les postes d'hydratation approvisionnés. Des médecins se tenaient prêts à examiner les concurrentes pour d'éventuelles blessures. La compétition commençait au coucher du soleil avec des foules se rassemblant pour parier. Sylla, la professionnelle, s'organisait efficacement. Elle avait des techniques développées au fil des ans. Des positions qui minimisaient l'épuisement, des méthodes de récupération entre les partenaires, des stratégies de dissociation mentale. À l'aube, elle avait servi 23 clients et se déclara épuisée, mais satisfaite de ce qu'elle considérait comme une victoire. Mais Messaline ne faisait que commencer. L'impératrice, poussée par une compétitivité impériale et peut-être des drogues stimulantes, continua à prendre des clients même après que Sylla eut concédé. Elle atteignit 25 clients et continua. Les récits historiques disent qu'elle ne s'arrêta que lorsque l'affranchi de Claude la retira de force.
Toujours insatisfaite et exigeant plus de concurrentes, elle avait gagné. Mais la victoire ne suffisait pas. Elle voulait établir un record que personne ne pourrait battre. L'approche clinique de cette compétition révèle les attitudes romaines envers l'intimité comme une forme d'athlétisme. Ils suivaient les statistiques comme les analystes sportifs modernes. Combien de temps durait chaque rencontre? Quelles techniques étaient utilisées? Combien de temps de récupération entre les partenaires? La victoire de Messaline fut enregistrée avec le même ton factuel que les historiens utilisaient pour les campagnes militaires ou les réalisations architecturales. Mais la compétition de Messaline n'était que l'exemple le plus célèbre. Rome avait toute une culture de compétitions intimes. Les écoles de gladiateurs utilisaient de tels concours comme entraînement à l'endurance et à la tolérance à la douleur. Les vainqueurs gagnaient des privilèges, meilleure nourriture, cellules privées, choix de partenaires pour le plaisir, plutôt que la compétition. Le lien entre violence et intimité était explicite. La même physicalité qui faisait un bon combattant faisait un bon athlète intime. Les riches romains organisaient des compétitions privées dans leurs villas avec des thèmes élaborés. Un sénateur organisait des concours olympiens annuels où les participants s'affrontaient dans des épreuves d'athlétisme intime d'inspiration grecque. Les épreuves incluaient l'endurance, la quantité et la créativité. Les vainqueurs recevaient des trophées en or fièrement exposés dans leur maison. Les systèmes de notation étaient étonnamment sophistiqués. Les juges, généralement des citoyens âgés, considérés comme ayant dépassé leur âge d'or, utilisaient des grilles détaillées. Des points étaient attribués pour la technique, l'endurance, la satisfaction du partenaire et le sens du spectacle. Des déductions étaient appliquées pour l'incapacité à achever des positions, un achèvement prématuré ou une récupération excessive. Certaines compétitions incluaient le vote du public pour des prix coup de cœur. Les événements publics portaient cela à un autre niveau. Ce n'étaient pas des rassemblements spontanés, mais des événements organisés avec des frais d'entrée et des prix en argent. Les promoteurs les annonçaient comme des combats de gladiateurs. Demain, au terme d'Agrippa, Marcus le Puissant contre Gaius, l'endurant dans des prouesses intimes. Les citoyens achetaient des billets. Les vendeurs vendaient des collations. Les enfants regardaient depuis les galeries. Les règles de ces compétitions publiques étaient affichées sur des tablettes de pierre. Les matchs standards duraient du coucher du soleil au lever du soleil. Les concurrents pouvaient se retirer à tout moment, mais perdirent les prix et faisaient face à la moquerie publique. Les stimulants n'étaient pas seulement autorisés mais fournis par les organisateurs. Des vins spéciaux mélangés à des herbes, des exhausteurs primitifs, même des substances dangereuses comme des scarabées en poudre, qui augmentaient le flux sanguin, mais pouvaient provoquer une insuffisance cardiaque. Les compétitions féminines avaient leur propre dynamique horrifiante. Contrairement aux hommes qui concouraient volontairement pour la gloire, de nombreuses participantes étaient des esclaves ou des femmes affranchies désespérées concourant pour leur survie. Les gagnantes pouvaient gagner suffisamment pour acheter leur liberté ou nourrir leurs enfants. Les perdantes subissaient souvent des dommages physiques permanents. Nous avons des textes médicaux décrivant les blessures courantes des compétitions. Tissus déchirés, inflammations dangereuses, infections qui tuaient lentement. La connexion avec les gladiateurs mérite une attention particulière, car elle montre comment Rome a militarisé l'intimité. Après les victoires dans l'arène, les gladiateurs pouvaient être loués pour des rencontres intimes. Des femmes et des hommes offraient des sommes astronomiques pour des nuits avec des combattants champions. Mais voici la perversion. Certains gladiateurs gagnaient leur liberté non pas par des victoires au combat, mais par des performances intimes pour de riches mécènes. L'infrastructure soutenant ces compétitions était vaste. Des installations d'entraînement où les aspirants concurrents pratiquaient des techniques, des spécialistes médicaux qui traitaient les blessures liées aux compétitions, des maisons de paris qui fixaient les cotes et prenaient les mises, même des organismes de réglementation qui certifiaient les compétitions officielles par opposition aux événements non sanctionnés. Rome a bureaucratisé la compétition intime comme tout autre divertissement public. L'usage de drogues était rampant et dangereux. Les concurrents consommaient des potions faites de plantes toxiques, d'organes animaux et de minéraux comme le mercure. Un stimulant populaire était fabriqué à partir de scarabées écrasés qui provoquaient une excitation prolongée, mais aussi une insuffisance rénale. Les décès pendant les compétitions étaient suffisamment fréquents pour que les organisateurs gardent des porteurs de cercueils prêts.
Mourir pour la gloire intime était considéré comme honorable, comme mourir dans l'arène. Les dommages psychologiques aux participants étaient sévères, mais ignorés. Les concurrents développaient ce que la psychologie moderne reconnaîtrait comme des troubles dissociatifs, la capacité de séparer complètement l'esprit du corps pendant les actes intimes. Beaucoup devenaient incapables de relations normales, ne pouvant se produire que lorsqu'ils étaient regardés par un public. Certains développaient des compulsions d'exhibition, incapables d'arrêter de se produire, même lorsque leur corps criait au repos. Les dommages mentaux correspondaient à la destruction physique. L'exposition des enfants à ces compétitions était courante et catastrophique. Les parents romains amenaient leurs enfants pour regarder, croyant que c'était éducatif. Les garçons apprenaient que la prouesse intime déterminait la valeur masculine. Les filles apprenaient que leur corps était un lieu de performance. Nous avons des récits d'enfants jouant à des jeux de compétition, imitant ce qu'ils avaient vu faire aux adultes pour des prix. La normalisation commençait tôt et créait des générations de Romains qui considéraient l'intimité comme un sport public plutôt qu'une connexion privée. L'écosystème économique autour des compétitions intimes était massif. Les entraîneurs facturaient des frais énormes pour préparer les concurrents. Les marchands vendèrent du matériel, huiles spéciales, drogues améliorant les performances, toniques de récupération. Les artistes créaient des sculptures commémoratives de victoires célèbres. Les poètes écrivaient des odes à des performances légendaires. L'athlétisme intime générait des revenus comparables aux jeux de gladiateurs. Certaines compétitions avaient des variations thématiques qui repoussaient encore plus les limites. Concours mythologiques, où les participants rejouaient des exploits intimes divins. Compétitions historiques recréant des rencontres célèbres du passé. Championnats exotiques présentant des positions importées de territoires conquis. Chaque variation exigeait une formation et un équipement spécialisé, créant des industries entières autour de l'innovation intime. La tenue des registres était méticuleuse. Les historiens romains suivaient les réalisations intimes comme les victoires militaires. Qui détenait le record d'endurance? Quelle position obtenait les meilleurs scores? Quel était le nombre maximum de partenaires dans une seule compétition? Ce n'étaient pas des décomptes privés, mais des connaissances publiques gravées sur des monuments en pierre et conservées dans les archives officielles. Cela fait passer la culture du « coup d'un soir » moderne pour romantiquement conservatrice, n'est-ce pas? Nous nous inquiétons des applications de rencontres tandis que les Romains mouraient littéralement en compétition pour des records intimes. Les échos persistent dans l'accent mis par les cultures modernes sur la performance plutôt que sur la connexion, dans la ludification de la conquête romantique, dans la réduction de l'intimité humaine à l'exploit athlétique. En parlant de performance, les Romains employaient des instructeurs professionnels que vous n'allez pas croire. Mais la partie vraiment folle, les Romains embauchaient des êtres humains comme manuels vivants d'éducation intime. Imaginez si l'éducation intime signifiait regarder des démonstrations en direct par des professionnels. Imaginez assister à votre répétition de mariage où des experts formés vous montraient exactement comment vous comporter le soir de vos noces. Non pas avec des diagrammes ou des poupées, mais avec leur propre corps en temps réel. Vous avez appris l'intimité par des livres ou des vidéos. Les Romains apprenaient par des performances humaines en direct qui seraient illégales dans tous les pays aujourd'hui. Les spintria étaient les démonstrateurs intimes professionnels de Rome, et leur existence révèle des profondeurs de perversion systématique que les historiens ont encore du mal à expliquer. Ce n'étaient pas des courtisanes ou des artistes. C'étaient des spécialistes universitaires qui transformaient leur corps en outils pédagogiques. Les Romains abordaient l'éducation intime avec la même méthodologie systématique qu'ils appliquaient à l'ingénierie des aqueducs ou à l'entraînement des légions. Le processus de sélection des spintria commençait dès l'enfance et les critères étaient spécifiques au point de la folie. Des éclaireurs recherchaient des enfants ayant des attributs physiques particuliers, une flexibilité extrême, une endurance inhabituelle, des proportions corporelles spécifiques permettant des positions exotiques. Ils recherchaient des membres hyperlaxes, un contrôle musculaire anormal et une tolérance élevée à la douleur. Ces enfants étaient achetés ou pris à leur famille et commençaient leur entraînement avant la puberté. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas concernant les entraînements des spintria. Ils fonctionnaient comme des écoles d'athlétisme, avec des dortoirs, des horaires d'entraînement
et un programme d'études progressif. Les jeunes Spentria passaient des années à apprendre à contorsionner leur corps dans des positions qui hospitaliseraient des humains normaux. Ils pratiquaient des techniques de respiration spécifiques pour maintenir des positions qui coupaient l'apport d'air. Ils développaient une mémoire musculaire pour des séquences qui défiaient la logique anatomique. Le taux de mortalité pendant l'entraînement était stupéfiant. Nous avons des registres partiels d'une académie montrant que moins de la moitié des stagiaires survivaient jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Les décès provenaient de blessures internes, d'os brisés qui percèrent des organes et d'infections dues à des lésions tissulaires répétées. Mais voici la partie vraiment malsaine. Les stagiaires décédés étaient considérés comme des pertes acceptables pour la création d'outils de démonstration humaine parfaits. L'unité de démonstration standard était composée de 3 spintria, 2 interprètes et un narrateur qui fournissaient des commentaires techniques pendant l'acte. Ils arrivèrent dans les maisons nobles comme n'importe quel autre tuteur, transportant un équipement spécialisé dans des étuis discrets. Les démonstrations avaient lieu dans la pièce désignée par le client, souvent avec les membres de la famille et les esclaves domestiques tenus d'assister et de prendre des notes. L'instruction pour la nuit de noces était leur prestation la plus courante. Les mariées romaines, surtout les jeunes issus de familles nobles, devaient être pures, mais aussi d'une certaine manière habiles dans les techniques qui plaisaient à leur mari. La solution ? Des démonstrations en direct. La veille du mariage, la mariée regardait les spintria exécuter chaque position et technique que son nouveau mari pourrait exiger, avec des explications détaillées sur la façon de respirer, où placer le poids et comment éviter les blessures. Le traumatisme psychologique infligé à ces mariés était dévastateur. Imaginez être une jeune fille de 14 ans, élevée dans un relatif abri, soudainement forcée de regarder des adultes exécuter des actes qui violaient chaque instinct naturel, tout en sachant que vous seriez censé les reproduire le lendemain. De nombreuses mariées devenaient violemment malades pendant les démonstrations. Certaines s'évanouissaient. Les spintria étaient entraînés à continuer de se produire quelles que soient les réactions du public. Mais l'instruction pour le mariage n'était que le début. Les familles nobles engageaient des spintria pour des démonstrations régulières à domicile, afin de former leurs esclaves aux techniques pour plaire aux invités. Ces séances étaient menées comme des séminaires de formation d'entreprise. Les esclaves se tenaient en rangée, prenant des notes pendant que les spintria démontraient les positions, le rythme et les réactions. Les esclaves qui ne parvenaient pas à maîtriser les techniques subissaient des punitions ou étaient vendus. La préparation aux compétitions élevait les services des spintria à un autre niveau. Les Romains qui s'entraînaient pour des compétitions intimes engageaient des équipes de spintria pour un coaching intensif. Ces séances duraient des jours. Les spintria démontrant des techniques d'endurance, des positions de récupération et des méthodes pour maintenir l'excitation pendant les sessions marathon. Ils partageaient des secrets de métier, quels muscles renforcer, comment se dissocier de la douleur, quelles substances améliorent les performances sans provoquer de mort immédiate. Les manuels de démonstration des spintria allaient au-delà des positions de base. Ils avaient des performances spécialisées pour toutes les préférences et fétiches. Certains étaient spécialisés dans les techniques de contrainte qui maximisaient le contrôle sans causer de dommages permanents. D'autres démontraient des scénarios de jeux de rôle avec des costumes et des accessoires élaborés. Quelques spintria d'élite pouvaient exécuter des positions inspirées de transformations mythologiques, des humains imitant des animaux, des dieux prenant plusieurs formes, des métamorphoses pendant l'acte lui-même. L'exposition des enfants aux démonstrations des spintria était routinière et catastrophique. Les parents romains croyaient que l'éducation précoce prévenait l'ignorance et la faiblesse. Des garçons aussi jeunes que 10 ans assistaient à des démonstrations pour apprendre les techniques dominantes. Les filles regardaient pour comprendre la soumission. Les spintria avaient des routines éducatives spéciales conçues pour les jeunes publics, légèrement moins extrêmes, mais impliquant toujours la nudité complète et des actes explicites. Le traumatisme de voir des adultes se produire comme des marionnettes éducatives a endommagé des générations entières. Les connaissances médicales des spintria étaient vastes et troublantes. Ils comprenaient l'anatomie à des niveaux qui surprenaient même les médecins romains. Ils savaient exactement jusqu'où les articulations pouvaient se plier avant de se briser, combien de temps la privation d'oxygène pouvait durer avant des lésions cérébrales.
Quelle position causait des blessures internes par opposition à des douleurs superficielles? Ces connaissances provenaient de l'expérience. Leur propre corps étaient des laboratoires d'expérimentation intime. Certaines, Spentria, atteignirent le statut de célébrité. Marcus le Flexible pouvait déboîter ses hanches à volonté pour atteindre des angles impossibles. Livia l'Endurante a démontré une fois pendant 12 heures d'affilée sans pause. Caius l'Innovateur créa 17 nouvelles positions qui devinrent en standard dans les chambres romaines. Ces célébrités exigeaient des honoraires énormes et se produisaient lors de fêtes impériales où leur démonstration devenait un divertissement plutôt qu'une éducation. L'équipement utilisé par les Spintria révèle l'échelle industrielle de leurs opérations. Des meubles sur mesure conçus pour des positions spécifiques. Des systèmes de retenue avec des contrôles de tension précis. Des miroirs arrangés selon des angles calculés pour une visualisation optimale. Des outils de mesure pour assurer un positionnement correct. Certaines démonstrations ressemblaient plus à des projets d'ingénierie qu'à des rencontres intimes. Les Spintria, utilisant des motifs de sol marqués et des séquences chronométrées. La structure commerciale autour des Spintria était sophistiquée. Des agences géraient les réservations et fixaient les prix en fonction de la complexité de la démonstration. Des polices d'assurance couvraient les blessures pendant les performances. Des contrats spécifiaient exactement quels actes seraient démontrés et la responsabilité pour les membres du public qui tentaient de les reproduire. Certaines Spintria formaient des guildes avec des processus de formation et de certification standardisés. La retraite pour les Spintria était rare et brutale. Les corps détruits par des années de position extrême échouaient souvent à l'âge de 30 ans. Ceux qui survivaient faisaient face à de l'arthrite invalidante, des douleurs chroniques et des dommages psychologiques dus à des années de performance publique. Rome n'avait pas de système de retraite pour les outils de démonstration humaine brisés. Beaucoup finissaient par mendier dans les rues, leur fameuse flexibilité remplacée par une contorsion permanente due à des blessures accumulées. Les profils psychologiques des Spintria révèlent des schémas de traumatisme complexes. Ils développaient des capacités de dissociation extrêmes, décrivant des expériences hors du corps pendant les démonstrations. Beaucoup ne pouvaient pas former de relations intimes normales, ne pouvant se produire que lorsqu'ils étaient observés par un public. Certains développaient des compulsions d'exhibition, incapables d'arrêter de se produire même lorsque leur corps criait au repos. Les dommages mentaux correspondaient à la destruction physique. L'influence des Spintria sur la culture intime romaine fut profonde et durable. Leurs démonstrations établissaient des normes impossibles que les citoyens ordinaires tentaient d'égaler, causant des blessures généralisées. Leurs techniques devinrent des connaissances requises pour l'avancement social. Leurs performances transformèrent l'intimité en exécution technique plutôt qu'en connexion émotionnelle. Elles créèrent une culture où l'intimité était un sujet académique plutôt qu'une expérience humaine. Cela fait passer l'éducation pour adultes modernes pour de bon goût et éducative, n'est-ce pas? Au moins, le contenu numérique n'exige pas que des êtres humains détruisent leur corps pour une démonstration en direct. La différence entre regarder du contenu enregistré et regarder des êtres humains vivants se produire sur commande dans votre chambre est la différence entre un film d'horreur et une torture réelle. Toute cette folie était littéralement gravée dans leurs rues. Et si vous vous promeniez dans n'importe quelle ville romaine, vous ne pouviez pas échapper aux symboles de pierre qui en montraient le chemin. Imaginez si chaque panneau de rue était en forme d'organe reproducteur. Imaginez si vos enfants jouaient à la marelle autour de symboles de pierre géants. Si vos statues de jardin étaient d'énormes monuments phalliques. Si les victoires militaires étaient commémorées par des monuments génitaux. Vous pensez que Times Square est explicite? Les villes romaines étaient essentiellement des musées à ciel ouvert de la reproduction où chaque coin de rue affichait des organes intimes aussi naturellement que nous affichons des panneaux stop. Les preuves archéologiques de Pompéi seules révèlent l'étendue stupéfiante de l'affichage phallique public. Plus de 40 symboles en pierre sont gravés au coin des rues. Et ce n'est que ce qui a survécu à l'éruption volcanique. Ils n'étaient pas cachés dans les ruelles. Ils étaient sur les grandes artères à hauteur d'enfant, polis par des milliers de mains les touchant pour la chance. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ces gravures phalliques servaient de navigation. Les symboles en pierre indiquaient littéralement le chemin vers les quartiers de divertissement. La taille indiquait la qualité. Plus le symbole gravé était grand, plus l'établissement était cher. Plusieurs symboles d'affilée créaient une piste, comme des miettes de pain reproductives,
guidant les clients à travers la ville. Certains avaient des éléments supplémentaires qui indiquaient des services spéciaux. D'autres incluaient des inscriptions avec les prix et les spécialités. C'était un GPS alimenté par les organes génitaux. Mais les symboles de navigation n'étaient que le début. Chaque maison romaine, des quartiers d'esclaves aux villas sénatoriales, affichait des phalèses protectrices. Le dieu Priape, représenté comme un homme grotesquement doté menaçant les voleurs avec son membre massif, montait la garde dans les jardins. Ce n'étaient pas des symboles subtils. Nous parlons de statues de 6 pieds avec des caractéristiques proéminentes, peintes en rouge vif. Les enfants jouaient autour d'elles. Les familles pique-niquaient à leur ombre. La normalisation était complète. La signification religieuse allait au-delà de la simple décoration. Les Romains croyaient que le phallus protégeait contre le mauvais œil. Une malédiction jetée par des regards jaloux. Chaque porte avait besoin d'une protection phallique. Les nouveaux bébés portaient des amulettes reproductives. Les mariés touchaient des symboles en pierre pour la fertilité. Les soldats portaient des charmes portatifs au combat. Les archives archéologiques montrent des symboles reproductifs partout, gravés dans les meubles, moulés dans le pain, peints sur les murs, portés comme bijoux. Voici un exemple spécifique de Pompéi qui montre à quel point ces symboles étaient intégrés à la vie quotidienne. Dans une boulangerie de la Via dell'Abbondanza, les archéologues ont trouvé des fours avec des moules en forme de phallus pour faire du pain. Au-dessus des fours, un énorme symbole en pierre protégeait le processus de cuisson. L'enseigne de la boulangerie, un bas-relief sculpté montrant Priape pesant son énorme membre contre un sac d'or. Les clients achetaient du pain symboliquement formé sous un signe phallique, dans des fours protégés par des gravures reproductives. C'étaient des symboles à tous les niveaux. L'armée a poussé la protection phallique à l'extrême. Le mur d'Adrien, construit pour protéger la Grande-Bretagne romaine des invasions barbares, a des gravures reproductives tous les quelques centaines de mètres. Les soldats romains croyaient que l'affichage littéral de leurs symboles terrifierait les ennemis et protégerait la frontière. Ils portaient des amulettes reproductives appelées fascinum, comme équipement militaire standard. Les monuments de victoire représentaient des ennemis conquis dominés par la puissance romaine symbolique. La défaite signifiait la soumission, même dans la pierre. Mais attendez, ça devient encore plus troublant. Les festivals publics mettaient en scène des processions phalliques massives. Pendant les Liberalia, célébrant le dieu Liber, les citoyens paradaient un gigantesque phallus en bois dans les rues. Des matrones respectables étaient tenues de couronner publiquement le symbole de fleurs. Des enfants chantaient des chansons louant le pouvoir des organes reproducteurs. La ville entière participait à ce qui était essentiellement une célébration religieuse d'un énorme symbole intime. La normalisation par l'architecture allait au-delà des gravures individuelles. Des bâtiments entiers étaient conçus comme des monuments phalliques. La fontaine Meta Sudans à Rome était essentiellement un organe reproducteur en pierre de 50 pieds qui projetait de l'eau par la pointe. Les citoyens s'y rassemblaient pour les festivals. Des enfants jouaient dans ces jets et des touristes posaient pour des peintures avec la fontaine géante. Elle a subsisté pendant des siècles comme un point de repère central de Rome. Les maisons privées rivalisaient pour les affichages phalliques les plus impressionnants. Nous avons des registres de Romains riches commandant des statues de Priape toujours plus grandes, certaines avec des éléments mécaniques qui permettaient à l'organe reproducteur de bouger ou de projeter de l'eau colorée. Les garden parties présentaient des jeux où les invités essayaient de lancer des anneaux sur les appendices des statues. L'organe reproducteur n'était pas seulement normalisé, c'était un divertissement. L'exploitation commerciale était systématique. Les artisans se spécialisaient dans la création d'objets phalliques pour tous les usages. Des lampes à huile en forme d'organes reproducteurs éclairaient les maisons romaines. Des carillons éoliens phalliques appelés tintinabula pendaient aux portes. Des miroirs à manches phalliques reflétaient les visages romains. Même les meubles présentaient des éléments phalliques. Des pieds de table sculptés comme des organes reproducteurs. Des accoudoirs de canapé se terminant par des pointes symboliques. Vous ne pouviez pas échapper à l'imagerie génitale, même en essayant. Les graffitis ajoutent une autre couche d'obscénité normalisée. Les murs de Pompéi conservent des milliers de messages et de dessins intimes. Mais ceux-ci n'étaient pas cachés dans les ruelles. Ils se trouvent dans les rues principales, les bâtiments publics, même les temples.
Les enfants apprenant à écrire s'exerçaient en gravant des messages grossiers sur les murs publics. L'abondance suggère que ce n'était pas une rébellion, mais une pratique courante. L'impact psychologique de l'exposition phallique constante a façonné la conscience romaine d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Les enfants élevés, entourés d'imagerie reproductive, développèrent des concepts d'intimité complètement différents des humains modernes. Le phallus maas n'était pas privé ou honteux. Il était divin, protecteur, divertissant. Cette normalisation a permis les extrêmes intimes décrits tout au long de ce script. Lorsque les organes reproducteurs sont sacrés, tout ce qui les implique devient un acte religieux. Certains intellectuels romains ont essayé d'expliquer l'obsession philosophiquement. Ils ont soutenu que le phallus représentait la force vitale, le pouvoir créatif, le triomphe de la civilisation sur le chaos. Mais la réalité était plus grossière. Les Romains étaient une culture de conquête qui voyait la domination comme le pouvoir, et ils ont gravé leur vision du monde dans la pierre. Chaque symbole indiquant un quartier de divertissement, chaque priape comme punition menaçante, chaque amulette portée par les enfants renforçait le message. La domination intime égale la domination sociale. La réaction chrétienne à la culture phallique romaine fut, comme on pouvait s'y attendre, extrême. Lorsque le christianisme est devenu la religion officielle, des armées de travailleurs ont été dépêchées pour détruire les gravures reproductives dans tout l'Empire. Le défigurement systématique nous donne des preuves négatives. Le ciselage minutieux des organes intimes des statues montre à quel point ils étaient omniprésents. Certaines estimations suggèrent que des millions d'images phalliques ont été détruites lors de la purge chrétienne. Mais l'influence a persisté de manière cachée. Les églises médiévales ont incorporé une imagerie phallique subtile, censée conjurer le mal. Les artistes de la Renaissance, même aujourd'hui, les archéologues découvrent régulièrement de nouveaux artefacts phalliques. Chacun est un rappel d'une civilisation qui a fait de l'organe reproducteur un art public. Cela fait paraître la publicité moderne subtile, n'est-ce pas? Nous débattons de la question de savoir si les panneaux d'affichage peuvent montrer un contenu suggestif, tandis que les Romains vivaient dans des villes où chaque coin de rue arborait un symbole reproductif. L'influence durable sur le symbolisme occidental est plus profonde que nous ne l'admettons. Chaque fois que nous rions d'une architecture ou de logos d'entreprise accidentellement phalliques, nous canalisons la conscience romaine qui voyait des symboles reproductifs partout parce qu'ils étaient littéralement partout. Alors, toute cette folie, que nous dit-elle sur la nature humaine? Rappelez-vous quand j'ai dit que chaque moment privé pouvait être votre arrêt de mort. Maintenant, vous comprenez. Je n'exagérais pas. Nous venons de traverser 7 cercles de l'enfer intime romain, chacun plus dérangeant que le précédent. Des lois qui rendaient certaines positions passibles de la mort aux empereurs, qui transformaient les enfants en serviteurs vivants, des femmes enterrées vivantes pour avoir éprouvé du plaisir aux compétitions, où des gens mouraient littéralement pour des records intimes. Voici ce qui lie toutes ces horreurs. Rome n'avait pas seulement des pratiques intimes extrêmes. Elle a bâti toute une civilisation sur la terreur intime, la hiérarchie de domination qui détruisait des carrières, la criminalisation du plaisir féminin qui tuait des filles, le culte de la mort des vierges qui étouffait des prêtresses, la corruption impériale qui industrialisait les abus, les compétitions intimes qui transformaient l'agression en jeu, les manuels de démonstration humaine qui brisaient les corps pour l'éducation, les monuments phalliques qui sacralisaient l'obscénité. Tout cela faisait partie d'une utilisation systématique de l'intimité comme arme de contrôle social. L'Empire romain a conquis le monde par sa puissance militaire, mais il a contrôlé ses propres citoyens par une législation intime. Chaque chambre est devenue un champ de bataille, où la mauvaise position signifiait la mort sociale. Chaque lit conjugal est devenu un tribunal où le plaisir féminin était une preuve criminelle. Chaque vierge est devenue un sacrifice potentiel à la sécurité de l'État. Chaque enfant est devenu une propriété impériale potentielle. Chaque compétition est devenue un match à mort. Chaque démonstration est devenue une séance de torture. Chaque coin de rue est devenu un sanctuaire reproductif. Mais voici l'ultime révélation. Rome n'est pas tombée malgré, mais à cause de son extrémisme intime. Les mêmes perversions qui démontraient la puissance impériale ont également détruit l'humanité impériale. Les empereurs qui considéraient les citoyens comme des jouets ne pouvaient pas inspirer la loyauté. Les sénateurs qui craignaient les accusations de chambre ne pouvaient pas gouverner efficacement. Les femmes entraînées à ne rien ressentir
ne pouvaient pas élever des enfants en bonne santé. Les hommes obsédés par la domination ne pouvaient pas former de partenariat stable. Une civilisation qui transformait l'intimité en violence s'est finalement déchirée. Ce que l'histoire intime romaine révèle sur le pouvoir et le contrôle devrait nous terrifier. Lorsque les gouvernements légifèrent sur ce qui se passe dans les chambres, lorsque les hommes puissants ne subissent aucune conséquence pour leurs appétits, lorsque l'intimité devient une performance plutôt qu'une connexion, lorsque les enfants sont exposés à un contenu pour adultes comme normal, lorsque la compétition remplace l'intimité, lorsque les corps deviennent des outils de démonstration, lorsque l'obscénité devient sacrée, la civilisation ne devient pas plus sophistiquée, elle devient plus sauvage. Les dangers de légiférer sur l'intimité résonnent à travers l'histoire. Chaque société qui a tenté de contrôler l'intimité humaine par la loi a créé de pires perversions que ce qu'elle tentait de prévenir. La répression religieuse extrême, la pudibonderie victorienne, les extrêmes puritains, tous ont suivi les traces de Rome en essayant d'enfermer la nature humaine par la terreur. Le résultat est toujours le même. Le refoulé revient comme une maladie. Les dommages psychologiques de la terreur intime romaine ont duré des générations. Nous avons hérité de concepts d'intimité façonnés par les extrêmes romains. La honte autour du plaisir, la dynamique de pouvoir dans les chambres, l'anxiété de performance, la séparation de l'intimité et de la connexion. La relation confuse de la civilisation occidentale avec l'intimité remonte directement à l'héritage toxique de Rome. Nous nous remettons encore de leurs dommages 2000 ans plus tard. La prochaine fois que vous vous plaindrez des applications de rencontres, souvenez-vous des femmes romaines simulant l'engourdissement pour survivre aux relations conjugales imposées par l'État. Votre pire expérience de rencontre vaut mieux que d'être enterrée vivante pour avoir éprouvé du plaisir. La liberté intime moderne, le droit de choisir ses partenaires, ses positions et son plaisir, est une anomalie historique que nous tenons pour acquise. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, ce qui se passait dans les chambres était contrôlé par la loi, la religion et la terreur sociale. Nous vivons au paradis par rapport à la terreur intime romaine. Vous pouvez choisir vos partenaires sans vérifier leur statut légal. Vous pouvez éprouver du plaisir sans craindre l'exécution. Vous pouvez refuser des avances sans être assassiné par votre père. Vous pouvez aimer qui vous voulez sans être enterrée vivante. Vous pouvez concourir intimement pour le plaisir plutôt que pour la survie. Vous pouvez apprendre l'intimité dans des livres plutôt que par des démonstrateurs humains brisés. Vous pouvez vous promener dans les rues sans naviguer à l'aide de symboles reproductifs en pierre. Mais voici pourquoi comprendre cela est important pour la société moderne. Les impulsions romaines n'ont pas disparu. Elles sont simplement passées dans la clandestinité. Chaque politicien qui légifère sur les chambres canalise le contrôle romain. Chaque personne puissante qui abuse de sa position fait écho à la perversion impériale. Chaque culture qui fait honte au plaisir féminin perpétue la misogynie romaine. Chaque société qui fait de l'intimité une performance plutôt qu'une connexion suit les traces romaines vers la destruction. L'Empire romain nous montre ce qui se passe lorsque l'intimité devient une arme. Lorsque les actes privés deviennent une performance, lorsque le pouvoir ne connaît pas de limites, lorsque la loi entre dans les chambres, lorsque les enfants deviennent des objets, lorsque la compétition remplace la connexion, lorsque les corps deviennent des outils, lorsque l'obscénité devient normale. C'est un avertissement écrit en symbole de pierre et en vierge enterrée. Les civilisations qui militarisent l'intimité se détruisent de l'intérieur. Nous avons le choix. Nous pouvons apprendre de l'expérience catastrophique de Rome en matière de contrôle intime, ou nous pouvons répéter leurs erreurs avec des variations modernes. Nous pouvons protéger la liberté intime comme un droit humain, ou la voir s'éroder par la législation et la honte. Nous pouvons traiter l'intimité comme une connexion personnelle sacrée, ou la réduire à une performance et une compétition publique. Nous pouvons protéger les enfants des contenus pour adultes, ou normaliser leur exploitation. Nous pouvons voir les signes avant-coureurs, ou les ignorer jusqu'à ce que nous enterrions notre propre innocence. Abonnez-vous pour d'autres vérités historiques troublantes qu'on n'enseigne pas à l'école. Commentez quelle horreur intime romaine vous a le plus choqué. Partagez ceci avant qu'il ne soit enterré comme une vestale qui a osé ressentir l'humanité. Car ceux qui n'apprennent pas de l'histoire ne sont pas seulement condamnés à la répéter, ils sont condamnés à la répéter dans leurs chambres, leurs lois et la vie de leurs enfants. L'Empire romain a conquis le monde et s'est ensuite détruit par l'extrémisme intime. La question est, apprendrons-nous de leurs cris ou ajouterons-nous les nôtres
au cœur de la terreur intime de l'histoire. Le choix nous appartient. Choisissez judicieusement. Votre civilisation en dépend.